Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo de comprendre comment marche Internet. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le NAT. Vous avez sans doute déjà dû en entendre parler, mais vous ne savez peut-être pas de quoi il en retourne. Donc l'objectif de cette vidéo va être de voir ce qu'est le NAT, à quoi il sert et pourquoi nous l'avons mis en place. Donc avant de commencer à proprement dit le NAT, nous allons devoir aborder une petite notion que l'on a déjà abordé dans les adresses IP, c'est le principe de réseau privé. Donc imaginez qu'avant, les réseaux privés n'existent pas. C'est encore plus simple si vous ne connaissez pas les réseaux privés à imaginer. Donc, moi je suis une entreprise, une institution, une administration, je sais pas ce que vous voulez. Je fais quelque chose de gros. J'ai environ 1000 machines. Donc je les relie tous à un routeur qui lui-même est relié à différents réseaux, etc. Donc à Internet. Donc jusque là, tout va bien. Les 1000 machines, pour qu'elles communiquent entre elles, il va falloir que je leur donne des IP. Donc je rappelle, une IP, avant les réseaux privés, elles étaient uniques. Pourquoi? Parce qu'elles étaient toutes reliées à l'Internet et ces IP étaient uniques. C'était comme une plaque d'immatriculation. Donc ici, j'aurais dû donner à mes machines 1000 adresses IP uniques. Donc l'entreprise aurait dû demander bonjour, il me faudrait une plage d'adresses IP qui contiennent 1000 IP différentes. Ce qui se faisait et qui se faisait très bien. Seul problème, vous savez que l'IP est constitué de 4 nombres qui vont de 0 jusqu'à 255. Ce qui fait qu'en IPv4, nous sommes limités à 4 milliards d'adresses IP. 4 milliards, ça a l'air impressionnant comme ça comme chiffre, mais c'est très peu. Nous sommes 7 milliards sur Terre et il y a de plus en plus de machines, que ce soit serveurs, que ce soit ordinateurs. Il y a de plus en plus de gens connectés et nous arrivons à un épuisement petit à petit et inéluctable de ces adresses IP. Donc nous, là, actuellement, on travaille sur le développement de l'IPv6 qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'adresses IP disponibles. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça et on se disait mince, il faut vraiment qu'on réagisse avant épuisement des adresses IP. Et on s'est dit finalement, on devrait développer des IP qui ne soient pas uniques et qui puissent être réutilisables. Et ces adresses IP, on va les conserver pour des réseaux internes, donc ce qu'on pourrait appeler des réseaux privés, c'est-à-dire qui sont en dehors de l'Internet. Donc ici, le réseau de mon entreprise par exemple. Il y a différents réseaux privés qui sont définis par la RFC 1918. L'une des plus connues, c'est celle-ci, donc 192.168.0.0/16, qui nous permet d'avoir une plage d'adresses IP suffisante puisqu'elle met à notre disposition 65 000 IP à peu près. Si 65 000 n'est pas suffisant, nous avons un autre réseau privé qui est le 172.16.0.0/12, qui sur cette plage IP nous offre à peu près 1 million d'adresses. Et là encore, si ce n'est pas suffisant, il reste toujours le 10.0.0.0/8, qui cette fois nous offre 16 millions d'adresses IP privées. Donc ces adresses IP, elles peuvent être réutilisables. Elles ne sont pas uniques, c'est tout le principe. Par exemple, je vais prendre un exemple pour moi, utilisateur d'Orange, abonné Orange. L'adresse de ma box, c'est 192.168.1.1. Si vous êtes abonné Orange, je peux dire que l'adresse de votre box, c'est exactement la même, à moins que vous l'ayez changé, évidemment. Mais voilà, nous avons tous deux une box qui, par défaut, a la même IP. Mais alors du coup, il y a un petit problème. Imaginons, j'ai un réseau 192.168.1.0. Et donc là, j'ai plein de machines, mais je m'intéresse seulement à 192.168.1.2. Et cette machine, elle souhaite communiquer avec un serveur web qui est ici, qui contient le site web qu'elle souhaite consulter et qui se trouve à l'adresse IP 199.16.131.125. Donc pour ça, il va falloir qu'elle aille sur l'Internet. Donc en réseau, ici, c'est plein de réseaux, etc. évidemment. Et ici, nous avons un routeur qui a deux IP, donc une sur l'interface du réseau 192.168.1.0, et donc sur cette interface, elle a comme IP 1.1,
Et sur l'internet, elle a une adresse IP 2.3.74.156. Jusque-là, ça va. Bien. Donc moi, je souhaite écrire à mon serveur. Donc je vais faire un petit paquet, une petite requête HTTP. Et donc, sur cette requête, je vais dire, l'IP source, c'est moi, c'est 192.168.1.2. Et en IP destination, c'est le 199.116.131.125. Donc j'envoie mon paquet à mon routeur, évidemment, puisque je souhaite sortir de mon réseau. Donc je vais, par mes passerelles, hop, à mon routeur qui va me connecter à Internet. Seul problème, c'est que les adresses IP privées ne sont pas routables sur Internet. C'est-à-dire que je ne peux pas transmettre ici une IP source à Internet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'est pas unique. Imaginons que je l'envoie ici mon paquet. Lui, serveur, il va me répondre, et il va répondre à 192.168.1.2. Et comme je dis, cette adresse peut être couverte par des milliards de machines. Et ici, mon paquet, il sera perdu, ça sera un bordel sans nom, etc. Donc du coup, on va passer par l'adresse qui est ici, qui est l'adresse de notre routeur, qui, elle, est unique. Et donc là, notre routeur, il va transcrire cette adresse qui est non routable sur Internet par son adresse à lui. Donc du coup, je change mon IP source, je mets celle de mon routeur, et je l'envoie au serveur. Donc jusque-là, pas de problème. Le serveur, lui, il va répondre. Donc en IP source, maintenant lui, il met la sienne. Et en IP destination, il met pas 192.168.1.2, mais à 2.3.74.166, qui lui est unique. Cette adresse est unique. Et donc, il saura à qui le remettre. Donc mon paquet, il va bien là. C'est très bien. Par contre, là, mon routeur, il ne sait plus à qui le donner. Le paquet, pour lui, il est à sa destination. Sauf que lui, évidemment, lui, il n'a rien demandé. Donc il va vouloir le donner à quelqu'un d'autre. Sauf qu'il ne sait pas qui. Ici, il peut y avoir plein de machines qui auraient demandé. Donc comment est-ce que le routeur sait, ici, à qui donner le paquet? Et en fait, c'est là qu'intervient le NAT. Avouez, vous êtes surpris, vous ne vous y attendiez absolument pas. C'est pas comme si ce cours était fait dessus. Donc le NAT. NAT, c'est bien, j'arrête pas d'en parler, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Network Address Translation. Donc, en gros, en français, la traduction d'adresse réseau. En fait, c'est très simple. Le routeur qui est ici, qui fait du NAT, va implémenter ce qu'on appelle une table NAT, qui est en fait une simple table de correspondance. Cette table va contenir différentes informations. L'IP interne, c'est-à-dire l'IP privé en réalité. Donc par exemple, ça peut être 192.168.1.3. L'IP externe, donc c'est une IP que le serveur peut prendre sur le réseau. Ici, c'est le réseau les réseaux de notre opérateur, etc. Donc là, de toute façon, c'est pas nous qui gérons. En règle générale, c'est notre opérateur. Donc là, je dis comme ça qu'il a accès aux adresses IP de 90.15.201.0/24. Voilà, je définis comme ça, c'est pour l'exemple. Ça va retenir le protocole utilisé, donc en l'occurrence ici TCP, et ça va retenir depuis combien de temps, en secondes, la correspondance est utilisée. En effet, on peut faire ça selon deux manières, statiques, ça veut dire que je les ai rentrées une bonne fois pour toutes et elles ne bougent plus, je les ai rentrées à la main, je les ai fixées, elles sont fixes, elles ne changent pas. Ou bien, ce que l'on fait plus souvent, c'est qu'on fait des correspondances dynamiques. C'est que je vais faire cette liaison pour un temps donné. Donc par exemple, je vais le fixer à 1 heure, donc par exemple 3600 secondes. Et ici, toutes les secondes, ça va décompter combien de temps cette correspondance existe. Quand elle aura atteint la durée que j'aurais mis dans mon NAT, donc si c'est 3600 secondes, quand cette durée aura atteint 3600 secondes, la correspondance n'existera plus. Et après, je ferai sûrement une autre correspondance au besoin. En fait, je libérerai cette IP pour, par exemple, une autre IP interne. Parce que, après tout, le but, c'est de consommer le moins possible d'adresses IP externes. Donc, concrètement, comment ça marche? Imaginons que je souhaite contacter un serveur qui se trouve sur l'Internet.
Donc cette machine, avec une IP source 192.168.1.2, va chercher à contacter un serveur. Donc elle va arriver sur le routeur. Le routeur va regarder cette table de correspondance. Donc on a une IP interne. Est-ce que j'ai une entrée pour cette IP interne? Non. Bah, je vais la créer. Donc je vais décider d'une adresse IP externe et je vais après ajouter l'entrée dans ma table. Donc en l'occurrence là, j'ajoute l'entrée 192.168.1.2 et je vais attribuer .169 ici, dans le réseau externe qui est 90.15.201.0. Ça veut dire que je pouvais avoir ces adresses-là. Je retiens le protocole, donc TCP, et puis la durée, elle est 0 puisque je viens de la mettre. Et je l'envoie au serveur, avec l'IP que je viens nouvellement d'attribuer, donc avec 90.15.201.169. Évidemment, pour répondre, ça marche également de l'autre côté. Par exemple, ici, j'ai un autre serveur qui va répondre à une autre demande. Hop, elle arrive ici. Il dit, j'aimerais contacter la machine 90.15.201.80. Je vais regarder IP externe. Ah, j'ai une entrée. D'ailleurs, ça fait depuis 800 secondes que j'ai une entrée. Et ça correspond à la machine qui a l'adresse IP 192.168.1.3. Du coup, pas de problème, je transmets. Et hop, je transmets à la machine 192.168.1.3. Vous avez vu que j'ai pu implémenter ici quand j'ai une adresse IP interne. Cela ne marche pas quand c'est externe. Imaginons ici, j'ai un serveur qui souhaite rentrer sur le réseau et qui demande, je sais pas, 201.81. Et ici, il n'y a pas de correspondance. Je ne vais pas rajouter une ligne et attribuer de manière aléatoire ici une adresse IP. Ce serait totalement con de mettre ici aléatoirement une adresse IP interne. Puisque ça voudrait dire que je vais prendre aléatoirement une machine comme ça. Non. En gros, j'ai une machine de l'extérieur qui va ici et s'il n'y a aucune correspondance dans les IP externes, et le paquet il est sauté. Donc ça, c'est une petite couche de protection. Il faut savoir que de toute façon, un pare-feu bien configuré fait pareil. Bon, alors, c'est super. Là, franchement, c'est trop bien le NAT. Maintenant, j'ai différentes adresses IP. Je peux correspondre, je peux parler avec des gens. Les gens peuvent me parler depuis l'extérieur à condition que c'est initialisé la connexion par moi-même, donc depuis l'intérieur. C'est trop cool. Sauf que ça ne résout pas mon problème. Puisque ici, vous avez pu voir que j'ai utilisé des adresses IP différentes et elles, les adresses externes, sont censées être uniques. Donc je peux en utiliser moins. Par exemple, dans le cas précédent avec mon entreprise de 1000 ordinateurs, je peux réduire. Par exemple, je peux prendre que ici, mon routeur peut avoir que 900 adresses. En pensant par exemple que les imprimantes Wi-Fi n'ont pas besoin de communiquer avec l'Internet, des serveurs n'ont pas besoin de parler avec Internet. Alors en réalité, il n'y a que les ordinateurs qui puissent communiquer avec l'Internet, potentiellement. Donc je n'aurai pas toujours 1000 machines qui communiquent sur Internet. Donc ici, je n'aurai pas à mettre 1000 IP, mais je pourrais attribuer dynamiquement via cette table, par exemple 800, 900 IP. Youhou! Grâce au NAT, j'ai économisé à peu près une centaine d'IP. Poulolo, ça c'est de la réduction. C'est grâce à ça que je vais réussir à ralentir l'appauvrissement des IPv4. Bon, vous avez pu reconnaître, je pense, le sarcasme. C'est pour ça qu'on a rajouté une petite couche, encore une, et ça s'appelle le PAT. Donc le PAT, c'est pour Port Address Translation, donc la traduction de port. Donc, je rappelle, sur vos machines, vous avez 65 535 ports. Et quand vous communiquez, donc quand vous envoyez, vous visez un port donné, mais votre port à vous, il est choisi aléatoirement entre 1024 et 65 535. Ça ne peut pas être avant 1024, tout simplement parce que c'est des adresses qui sont déjà c'est des ports qui sont déjà réservés à un usage, par exemple 80 pour le HTTP, 21 pour le FTP, etc. Donc ici, mon routeur, il a toujours sa table de correspondance, sauf qu'elle est agrémentée de petits éléments en plus. Donc nous avons toujours l'IP interne, l'IP externe, le protocole utilisé, la durée de la correspondance, mais en plus, nous avons des petits ports ici.
que l'on retient pour l'IP interne et pour l'IP externe. Et ça va tout changer. Pourquoi? Parce que quand je vais communiquer à l'extérieur, je vais garder une seule et unique adresse IP, sauf que je changerai le numéro de port. Ça a l'air un peu confus comme ça. Eh bien, je vous propose de voir un exemple. Cette machine souhaite communiquer avec un serveur. Donc, hop, elle arrive et elle va mettre sa source, c'est elle, 192.168.1.2. Ça va mettre son port qui est choisi aléatoirement, donc 12280. Et ça va communiquer avec le serveur web qui est sur l'internet à 190.135.74.5 et au port 80, le port HTTP. Donc moi j'arrive sur mon routeur il fait là j'ai une source 82.1.2, je regarde, hop, si je n'en ai pas, je crée la correspondance, sinon là en l'occurrence je l'ai déjà. Le port, ça tombe bien, c'est le même, donc 12280. Donc cette adresse correspond à l'IP externe 90.15.201.169. Je lui ai attribué au moment de la création un port qui était le port 5054. Et je vais l'utiliser. Et donc, il traduit l'adresse et il va bien communiquer avec le serveur avec un paquet qui a comme source 90.15.201.169 avec comme numéro de port le 5054 et la destination, elle ne bouge pas. Bon, maintenant, le serveur souhaite répondre. Donc, ma source devient le serveur, qui lui aussi choisit un port totalement aléatoire pour répondre. Et il va contacter l'adresse qu'on lui a donnée, c'est-à-dire 90.15.201.169 et le numéro de port, 5054. Puis il va regarder, j'ai une correspondance. Donc il faut que je transmette le paquet à l'ordinateur qui a l'adresse privée 192.168.1.2 et comme numéro de port 12280. Et du coup, il va transmettre le paquet. Donc il garde la source et il donne le paquet à destination de 192.168.1.3 et au port 12280. Et voilà. Et là, j'ai réellement retardé l'épuisement des requêtes IPv4. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez bien que je peux avoir des milliers de machines. Youhou! Sauf que sur l'internet, ici, je n'aurai qu'une seule et unique adresse, qui est celle-ci. Sauf que j'aurai des numéros de port différents, et donc qui me permet de communiquer et de faire des correspondances plus nombreuses. Et donc réellement, c'est ce que vous avez en fait chez vous. Ici, vous avez un réseau privé, un 192.168.0.0/16, et vous avez une box qui, elle, n'a qu'une seule adresse IP sur l'extérieur. Elle n'a pas de plage. Et comment vous communiquez? C'est grâce à votre box qui implémente du NAT et du PAT. Et c'est grâce à cela que l'on a pu retarder jusqu'à maintenant l'épuisement des adresses IPv4. Mais maintenant, le problème est réel. Même avec ça, les quelques dernières adresses qui restent ne sont plus nombreuses du tout. Donc, il est important que bientôt les infrastructures se mettent à jour et supportent de plus en plus l'IPv6. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous ayez pu voir à quoi sert le NAT et le PAT. Vous avez vu notamment pourquoi est-ce que nous l'avons implémenté à l'époque. C'est pour limiter la consommation des adresses IP. Et donc c'est bien un moyen de faire des correspondances entre différentes adresses privées et des adresses publiques, qui elles sont uniques et donc routables sur l'internet. Et c'est ce qui explique que nous pouvons partager avec plusieurs personnes dans des réseaux différents une adresse IP identique. C'est tout simplement parce que ce sont des adresses IP internes, des adresses IP privées. Par contre, évidemment, dans un même réseau, on ne peut pas partager la même adresse privée. Ça, parce que ça fera des conflits d'IP. Je ne vous apprends rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous et à la prochaine.